Donc bonsoir à tous à nouveau. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, malheureusement, je suis seul. On aurait dû être au moins deux, mais il y a eu des petits problèmes d'avion, donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc je suis l'un des quatre associés de l'agence Orme Architecture. On est tous les quatre issus donc de l'école d'archi de Marseille. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé l'agence, donc en 2014. Et bon, finalement, voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de venir représenter mon travail ici en tant qu'ancien élève, même si c'était à l'époque à Lumini. Mais en tout cas, merci beaucoup encore pour l'invitation. Donc on est une petite agence d'une dizaine de personnes. On est basé donc en Corse et finalement la Corse, toute petite île qu'elle est, elle a une position extrêmement centrale dans un territoire qui nous est très cher, c'est qui est le territoire méditerranéen. Et finalement c'est un territoire auquel on est attaché parce qu'on est tous originaires de là-bas, mais surtout qui nous inspire beaucoup au quotidien dans notre pratique. C'est un territoire qui possède une culture extrêmement forte, qui s'est enrichie au fil des siècles, et bien de toutes ces influences de tout le bassin méditerranéen. C'est une île qui est aussi caractérisée, malgré sa petite taille, par une variété extrêmement importante de ses caractéristiques géologiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a une partie de l'île qui est plutôt granitique, la majeure partie, une partie qui est schisteuse et une partie qui est en calcaire. Donc on a vraiment au sein de ce petit territoire une variété géologique qui évidemment a un impact sur les constructions vernaculaires et qui ont au fil des siècles, on va dire, dessiné le paysage des villes et des villages. C'est un territoire aussi qui est extrêmement montagneux. Donc c'est également une donnée importante dans notre manière d'aborder le projet d'architecture, parce que effectivement on a conscience et on défend cette idée-là qu'un projet trouve sa place vraiment dans le site sur lequel il s'implante. Et donc effectivement on n'a pas de mal à imaginer que toutes ces vallées, ces montagnes et ces littoraux eh bien permettent d'avoir des sites de projet extrêmement variés dans un petit territoire. Donc pour continuer le propos sur la variété géologique et la manière dont cette variété géologique a influencé le paysage bâti des villes et des villages de Corse. Donc on voit ici donc trois illustrations de trois régions, Sartène, la région de Sartène sur la gauche, donc granitique, qui a donc vu émerger au fil des siècles ces constructions minérales, verticales, avec des ouvertures extrêmement restreintes. La ville de Bonifacio, qui elle est une spécificité à l'échelle de la Corse, donc qui est posée donc sur un promontoire en calcaire et qui elle aussi a tiré évidemment ses caractéristiques géomorphologiques, enfin, morphologiques plutôt, et bien de cette géologie. Et à droite, un paysage plutôt du nord qui est lui sombre parce que construit à base de schiste. Donc c'est un territoire qui est aussi caractérisé par la forte présence de la nature, donc et également donc la faible densité bâtie. C'est important pour nous d'introduire notre propos par toutes ces données géographiques, géologiques, un peu sociologiques aussi par rapport aux zones qui sont habitées, parce que finalement c'est de ça qu'on tire vraiment notre inspiration, et c'est de ça c'est avec ça, on va dire, qu'on essaie de tisser des liens dans notre expression architecturale. Donc cette variété de paysages, on va dire que c'est évidemment une source d'inspiration, mais également aussi une grande responsabilité, une responsabilité dont on a conscience.
finalement dont on peut témoigner par rapport au nom de notre agence. Donc Orme encore, ça veut dire l'empreinte. Alors c'est pas l'empreinte au sens de on a envie de laisser notre empreinte, mais c'est plutôt l'empreinte dans le sens où on a conscience que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va construire en tant qu'architecte, eh bien va laisser une trace dans le temps. Et donc on a une responsabilité par rapport à cette trace qu'on va laisser aux générations futures. On va dire la manière dont on va s'inscrire aussi dans une continuité historique entre ce qui nous est arrivé jusqu'à nous, d'un point de vue patrimonial, et ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc l'agence est située à Corté. Donc Corté, c'est vraiment en plein centre de la Corse. Alors c'était un choix, un peu un choix du cœur parce qu'on a tous plus ou moins des attaches dans cette ville, mais c'était aussi une volonté de travailler dans un endroit qui nous ressemblait, travailler dans un environnement qui était propice pour nous à on va dire une réflexion architecturale, paysagère, une certaine quiétude aussi au quotidien. Alors ça présente des inconvénients, effectivement, on est un peu loin de tout, mais bon, on regrette pas du tout ce choix. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est installé là-bas, et voilà, on va dire que la localisation de notre agence fait partie à part entière de ce qu'on essaye de défendre comme identité d'agence. Donc la ville de Corté, qui est donc également pourvue d'une citadelle. Alors c'est un territoire rural, montagneux, granitique et schisteux pour le coup, et présente les deux géologies, et surtout qui témoigne, comme beaucoup d'endroits en Corse, de ce rapport à la minéralité et à la verticalité de ces constructions, mais aussi à la manière dont ces constructions réussissent à révéler la beauté d'un lieu, la beauté d'un promontoire, la beauté d'une colline, en proposant eh bien ces parois construites avec les matériaux locaux, les matériaux qu'on avait sur place à l'époque de la construction, et qui, on va dire, ont traversé le temps et sont arrivés jusqu'à nous. Donc ensuite, on est un territoire qui on va dire a des caractéristiques particulières, vraiment transversales, mais il y a des thématiques qui nous touchent beaucoup et qu'on s'est rendu compte finalement qu'on était systématiquement obligé de traiter et sur lesquels il fallait vraiment avoir une approche précise au sein des projets. Donc la première, évidemment, vu que c'est un territoire extrêmement vallonné, c'est la manière dont les bâtiments viennent s'ancrer à la pente, viennent s'accrocher et nouer un dialogue donc avec les éléments qui composent le paysage. Une deuxième thématique qui nous tient beaucoup à cœur aussi, alors c'est peut-être parce qu'on a la chance d'avoir dans l'agence une architecte du patrimoine, et du coup on a vraiment cette volonté de, quand on intervient sur un site, de comprendre la manière dont les gens ont vécu à cet endroit-là, la manière dont les constructions ont été faites, vraiment avoir une approche presque archéologique du bâti vernaculaire. Et en fait, dans notre manière de concevoir le projet, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. C'est vraiment cette analyse, cette compréhension du lieu, encore une fois, pour essayer d'avoir une intervention la plus en lien et la plus légitime par rapport à un site, mais dans toutes ses composantes, que ce soit on va dire que ce soit d'un point de vue paysager, mais aussi social, culturel et bien sûr constructif. Donc le savoir-faire vernaculaire et la mémoire collective, c'est un thème aussi qui est un peu abstrait, mais qui pour nous est assez clair en réalité, parce que on pense que chacun d'entre nous a s'est fait une culture architecturale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. C'est une culture architecturale qui a été forgée par rapport à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on a pu, aux émotions qu'ont procuré les bâtiments qu'on a rencontrés pendant toute notre vie. Et on va dire que cette mémoire collective, on essaye à chaque fois de l'invoquer dans nos projets,
pour justement essayer de légitimer même aux yeux des gens qui sont pas vraiment on va dire sachants en architecture, parce que ça c'est quand même une grande partie de notre métier, donc une partie de pédagogique, on va dire, la manière qu'on a donc de témoigner de l'architecture aux gens, de partager de l'architecture avec les gens. Eh bien, on essaie systématiquement donc d'invoquer un peu cette mémoire et ces émotions collectives. Donc la présentation, on va dire, elle se déroule en plusieurs étapes. Donc il y avait une première étape d'introduction, et là je vais vous présenter des projets, certains sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Mais l'idée c'est vraiment que j'arrive à vous transmettre, eh bien tout ce qui fait qu'aujourd'hui on essaye tous les quatre, et avec tous les collaborateurs de l'agence aussi, eh bien d'avoir une vraie démarche, d'avoir une lisibilité aussi de nos interventions au sein de l'agence. Et nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a souhaité faire depuis le début, depuis qu'on a fini nos études. Bon, c'est évidemment des choses qu'on a appris à l'école, mais on avait vraiment cette volonté de s'inscrire dans une vraie démarche. Et finalement, c'est cette démarche qui au début, eh bien, on a mis du temps à trouver vraiment le moyen de la mettre en œuvre, etc. On est encore en train de chercher d'ailleurs, mais finalement, je pense que c'est une manière aussi, pendant l'exercice, eh bien, de jamais se lasser, et de vraiment toujours trouver pour chaque projet un intérêt particulier. Et donc voilà, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous comprendrez un peu notre manière de voir les choses et de penser le projet. Donc le premier projet que je vais présenter, donc c'est un petit projet qui est un projet donc de 3 logements communaux. 3 logements communaux qui ont été labellisés Passive House. Alors ça a une importance, non pas pas parce qu'on est fier d'avoir eu cette labellisation, mais parce que on va voir comment en fait on a essayé d'utiliser la ressource locale, et la manière dont cette volonté d'utiliser la ressource locale s'est confrontée, eh bien, à ce besoin, à cette nécessité d'obtenir ce label Passive House. Donc ce bâtiment donc de logements communaux s'inscrit dans un village qui s'appelle Kristinac, et donc qui est à peu près à 600 mètres d'altitude, qui, comme beaucoup de villages en Corse, eh bien, est loin de toute zone vraiment urbanisée, qui est constitué essentiellement de granit. Donc on est au sein d'un village où on peut voir de manière voilà, très rapidement, eh bien, qu'on est dans une tradition vraiment minérale de granit gris à flanc de colline. Et donc le projet qu'on a développé dans ce village, finalement, on l'a abordé d'abord de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on s'est demandé finalement comment faire un bâtiment passif dans un village qui était complètement minéral, sachant que pour être labellisé Passive House, eh bien, on prend en compte l'ensemble des circuits courts, l'impact carbone de chacun des matériaux de la construction, évidemment la manière dont les consommations en énergie du bâtiment pendant toute sa vie, etc. Mais du coup, voilà, la maîtrise d'ouvrage voulait qu'on réfléchisse à un bâtiment en bois, et finalement, nos premières intuitions, qui étaient de prime abord lors des premières visites, on était plus sur quelque chose de minéral, etc. Finalement, nos recherches de l'histoire du lieu nous ont montré que à l'époque, il y avait une grande tradition forestière et d'exploitation du bois dans la vallée. Et alors évidemment, ce qui nous reste aujourd'hui, les persistances qu'on a, c'est les maisons de pierre, mais nos recherches nous ont permis de voir que finalement, on avait à l'époque une grosse, on va dire, une grosse tradition d'exploitation de la forêt et de construction en bois dans la zone. Donc ça, c'était la commande.
la commande de la commune, donc les premières vues qui nous ont été transmises au stade de l'appel d'offres. Donc l'idée c'était de faire une extension à cette maison qui n'était pas terminée. Voilà, donc il y avait quand même cette volonté d'utiliser du bois. Mais sans vraiment savoir comment ni quelles ressources on allait solliciter. Alors la première des choses qu'on a fait, donc une fois qu'on a identifié donc cette culture un peu oubliée de l'exploitation de la forêt locale, aussi qu'on a mis ça en relation, on va dire, avec cette volonté donc de logement passif, on a commencé à faire une recherche donc d'identification des ressources. Donc, quel était l'état de la ressource en bois dans la région? Il était nul en fait parce que on avait des forêts qui ont servi pendant des siècles à extraire du bois d'œuvre, mais la filière bois en Corse est aujourd'hui complètement à l'arrêt et donc on n'avait aucune possibilité d'extraire le bois en forêt. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au début. Ensuite, on a identifié en fin de compte les savoir-faire locaux. Une fois qu'on avait vu qu'on avait une ressource qui était présente, on savait pas comment la prélever, on va dire, et ensuite comment la transformer. Donc on a identifié les savoir-faire locaux. On s'est rendu compte qu'à une trentaine de kilomètres du lieu de projet, il y avait une scierie, donc des charpentiers qui savaient donc on va dire transformer de la matière première. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord avec la commune donc pour partir sur ce projet en bois local, extrêmement local, donc pour raviver cette filière, eh bien on a commencé à se poser la question comment est-ce qu'on pouvait extraire du bois local, l'imposer aussi à une entreprise dans le cadre d'un marché public, parce que dans un marché public, évidemment, on n'a pas le droit vraiment d'imposer un matériau. Donc on s'est heurté un peu à un petit écueil à ce moment-là, mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème à l'envers. Et en fait, on a travaillé avec la commune et l'Office national des forêts pour prélever le bois en amont du marché de travaux pour en fait le mettre à disposition de l'entreprise qui allait réaliser les travaux. Donc on s'est rendu compte aussi que dans la région, eh bien, il y avait une filière qui demandait qu'à être ravivée parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment un savoir-faire et qui actuellement travaillaient que sur du bois d'importation et qui ont été vraiment ravis on va dire, de travailler leur bois qu'ils ont pu récupérer juste à proximité. Donc voilà les petites unités donc de transformation. Alors on reste dans quelque chose d'extrêmement artisanal, mais bon finalement ça a été même, on va dire, enrichissant même pour le projet. Je reviendrai dessus plus tard, mais parce que finalement, on n'a pas abordé le projet, on va dire, on a abordé le projet plutôt avec la ressource qu'on avait à disposition. Et donc, cette ressource-là ne nous permettait pas de tout faire d'un point de vue architectural. Donc finalement, le projet a dû s'adapter aussi à cette ressource. Donc la dernière étape, on va dire, de la mise en œuvre de cette utilisation du bois, donc ça a été évidemment de relier tous les acteurs. Donc la mairie qui a une attitude extrêmement militante, et extrêmement compréhensive aussi, parce que ça a été en termes de temporalité, ça a été extrêmement chronophage. Le fait d'aller en forêt, de prélever le bois, de choisir le bois qui allait être prélevé donc en amont du marché de travaux. Ensuite, de le faire sécher. Ça a duré 8 mois parce qu'il n'y a pas de séchoir en Corse, donc il a fallu le sécher à l'air libre selon des techniques traditionnelles. On a dû aussi prélever le bois à la lune descendante, donc pour qu'il ait le moins de sève possible et qu'il sèche le plus rapidement. Donc on a vraiment sollicité, on va dire, des techniques anciennes, un petit peu oubliées. Mais ça, on a pu le faire vraiment grâce à, on va dire, à l'attitude extrêmement militante de la maîtrise d'ouvrage et compréhensive aussi. Et aussi au travail d'accompagnement qui était vraiment extrêmement pointu des bureaux d'études bois avec qui on a pu travailler sur ce projet. Donc le projet de logements communaux, le premier défi dans une commune qui est caractérisée par une dominance minérale, eh bien ça a été de légitimer le projet en bois donc dans un tel paysage. Donc la première réponse qu'on a apportée, eh bien
elle était liée à ce qu'on avait pu découvrir des traces des bâtis vernaculaires qu'on a pu découvrir dans la région, et aussi les traces qu'on a pu analyser, les photos anciennes, les récits, etc., qui témoignaient vraiment, encore une fois, de cette culture extrêmement liée à la forêt, à l'exploitation du bois. Donc les recherches morphologiques aussi, elles nous ont permis évidemment de s'intégrer d'un point de vue volumétrique aux typologies du village, mais pas que. On va dire cette recherche morphologique, elle s'est accompagnée d'une recherche aussi typologique, parce que on avait vraiment à cœur que cette construction contemporaine qui s'inscrit dans ce village extrêmement traditionnel eh bien propose les mêmes modes d'habiter que les gens du village ont. Donc on a fait une analyse des modes d'habiter, des modes de vie, de l'utilisation de l'espace public, de la manière qu'avaient les gens pour accéder à leur logement. Et finalement, toutes ces données ont eu un impact très fort sur la morphologie de la construction, parce que on a donné un accès à la rue à chaque logement par l'intermédiaire de typologies simplex, duplex et triplex. Donc les recherches également en maquette, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'agence aussi. Ça nous permet voilà de confronter les matières et les échelles. C'est une étape qui est vraiment importante, surtout dans ce type de projet-là où on a finalement besoin aussi de se rassurer à un certain moment pour savoir, parce qu'on n'est jamais sûr vraiment de faire les bons choix, et c'est vrai que la matérialisation en maquette c'est quand même important pour cette phase-là. Donc le projet en lui-même, donc c'est un projet donc qui s'inscrit donc qui prend, on va dire, une parcelle sur sa totalité, mais surtout qui est bordé de voies communales. Comme je disais tout à l'heure, cette donnée-là, elle a eu un impact important sur la manière dont les gens finalement accèdent à leur logement. Donc, comme toute construction en bois, on a pu le voir sur la photo de vernaculaire que j'ai présentée il y a quelques diapos, mais comme toute construction en bois, l'une des données les plus importantes, c'est le rapport au sol et la manière dont on appréhende finalement le socle. L'utilisation du bois, elle nécessite quand même de protéger le matériau au maximum, surtout dans des zones montagneuses comme ça, qui sont soumises à de fortes précipitations, à de la neige, etc. Et donc, on a réfléchi à un socle minéral, donc en béton, mais encore une fois, on n'a rien inventé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une technique qui était extrêmement répandue et qui a été utilisée de tout temps pour donc implanter des constructions. Donc voilà le socle minéral, donc qui est composé d'un simplex, donc qui lui, comme tous les autres logements, a son accès depuis la rue. Donc le rapport à la rue, comme je l'évoquais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur lequel on a beaucoup réfléchi. On voulait vraiment que on va dire la sensation d'appartenance à son logement démarre depuis l'espace public, comme dans la continuité de la tradition villageoise où les gens restaient assis sur des bancs en bas de chez eux, etc. Et donc on a voulu vraiment travailler le rapport à l'espace public comme faisant partie vraiment intégrante de l'ensemble des logements. Donc une donnée aussi qui a été importante, donc c'était évidemment la qualité des logements qu'on offrait. Alors c'est une qualité qui était importante, donc évidemment par rapport au fait qu'on avait évidemment des exigences liées à la maison passive, donc c'est des appartements qui n'ont ni besoin de chauffage ni de rafraîchissement. Donc il fallait avoir une conception évidemment on va dire cohérente avec ces enjeux-là, donc des logements traversants, etc. Mais il y a aussi un fort enjeu social, parce que comme dans beaucoup de villages, on est sujet à vraiment une désertification, et il faut donner envie aux gens de revenir dans les villages, et pour ça on avait aussi cette volonté vraiment de proposer quelque chose de très qualitatif, on va dire de compenser l'éloignement et l'isolement par des logements très qualitatifs qui donnaient des vues et des orientations vraiment propices à une bonne qualité d'habiter. Voilà, l'ensemble des logements sont traversants, et le dernier donne sur une terrasse, donc qui offre une vue sur le grand paysage de la région. Donc on voit encore une fois ici donc les logements traversants et la manière dont
dont la partie bois vient s'accrocher à son socle minéral. Coupe dans l'autre sens, donc la manière dont on s'est, on va dire, adossé à la ruine qu'on a vue sur les premières diapositives. Ensuite, on va dire que, en plus de toutes ces données qui étaient liées à l'intégration paysagère et urbaine du bâtiment, c'est un bâtiment qui a nécessité vraiment une grande réflexion d'un point de vue technique, parce que comme je l'ai évoqué brièvement au début, donc on a d'abord identifié de la ressource, donc le bois. On a d'abord fait les coupes de bois, on l'a transformé, et c'était un bois donc qui n'était pas séché complètement. Donc on ne pouvait pas le mettre en œuvre comme on voulait. On ne pouvait pas, par exemple, utiliser de murs à ossature bois classique, etc. Donc on a dû faire en fait une structure poteau-poutre, qui permettait au bois en fait de continuer à sécher une fois qu'il était mis en œuvre. Donc c'était intéressant aussi de se dire que finalement notre dessin dépendait non pas uniquement de notre imagination et de notre volonté d'architecte, mais aussi de ce qu'on avait à disposition. Et en fin de compte, l'expression de ces structures en façade, elle nous a permis aussi de légitimer le projet d'un point de vue urbain. Parce que, alors, il y a évidemment la colorimétrie, donc le bois dans le temps est grise et la teinte se rapproche des pierres, mais il y a aussi, on va dire, cette expression minérale et massive de la structure sur les maisons traditionnelles en pierre qu'on retrouve avec l'expression des descentes de charge, mais cette fois-ci en bois sur notre bâtiment. Donc, encore une fois, la technicité de ce projet, elle a résidé principalement en l'utilisation de la ressource. Elle a aussi résidé en la confrontation avec donc la labellisation qui était visée, parce que forcément, une labellisation Passive House, bien que ce soit des normes qui peuvent paraître extrêmement vertueuses en termes d'écologie, c'est quelque chose on va dire tout ce contexte normatif eh bien de la paroi qui doit avoir telle et telle on va dire caractéristique thermique, etc. Les menuiseries qui doivent également avoir telle et telle caractéristique thermique. Quand on coupe une planche qu'on a sciée dans la forêt d'à côté pour faire une fenêtre, eh bien, on n'a pas la possibilité forcément de justifier d'un point de vue normatif toutes ces données. Donc ça a été un long travail aussi pour eh bien, faire passer et accepter l'ensemble des éléments de la construction donc, au label. Donc c'est une construction qui a reçu le prix national de la construction bois. Donc on est assez fiers d'avoir reçu ce prix, pas vraiment pour le prix en lui-même, mais surtout parce qu'on a passé comme vous pouvez vous l'imaginer, on a passé vraiment des mois et des années à concevoir ce petit projet dans notre village, voilà, sans vraiment compter nos heures, en se demandant tout le temps si vraiment ce qu'on faisait avait du sens, etc. Parce qu'au final, personne n'y croyait. Il y a énormément de gens qui ont essayé de nous décourager pendant qu'on travaillait sur ce projet-là. Et finalement, d'avoir cette reconnaissance nationale, c'est vraiment, voilà, ça nous encourage à continuer. Ça nous montre qu'on est dans la bonne direction. Et finalement, l'utilisation du bois dans cette zone-là, elle était extrêmement légitime par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer auparavant, mais ça aurait pas pu voir le jour dans d'autres zones littorales, par exemple, parce que on a une région où il y a des très fortes variations de température, donc entre l'hiver et l'été, et le bois dans les régions littorales vieillit mal. Et alors il y a, on va dire, en plus, on a une culture vraiment de la massivité et de l'épaisseur en bord de mer par rapport au confort d'été pour se protéger de la chaleur. Donc voilà, on a utilisé le bois ici, mais c'est pas forcément une constante. Mais dans notre travail, le rapport au bois, à ce matériau-là, mais ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est vraiment d'utiliser le bon matériau au bon endroit pour le bon projet. Donc le deuxième projet sur lequel je vais passer plus brièvement, il est un peu dans la lignée du premier, mais il est d'une autre échelle. Donc c'est un auvent donc pour une école qui est située très proche du premier site de projet, donc à Evisa.
Et cette fois, on a eu une approche, on va dire, qui était beaucoup plus typologique par rapport au village, parce qu'on avait une maîtrise d'ouvrage qui était déjà un petit peu réfractaire au bois, et puis voilà. Donc on a dû légitimer le projet cette fois-ci en invoquant un lien plutôt typologique avec les constructions de la région, évidemment également aussi avec l'utilisation d'une ressource locale. Donc c'est une région où il y a énormément de châtaigniers. Donc on a travaillé avec du bois de châtaignier donc pour l'ensemble de la couverture et une partie des solives, et le reste est fait également en pin la riche, donc comme le premier bâtiment. Donc voilà, c'est un bâtiment aussi, c'est un tout petit bâtiment, mais qui a aussi reçu le prix national de la construction bois, justement par rapport à la sollicitation de toutes ces ressources locales et à l'intégration paysagère de ce bâtiment dans le village. Les autres projets sont d'une autre nature, ils sont plus au sud en Corse, et on va voir aussi qui présentent, on va dire, qui s'inscrivent dans des sites qui ont des caractéristiques extrêmement variées, malgré extrêmement différentes, plutôt malgré la proximité de ces derniers. Donc ce projet Vigna Maggiore s'inscrit dans un village donc de Corse du Sud qui lui encore une fois est caractérisé par sa minéralité, etc., mais avec des teintes plutôt chaudes et qui est caractérisé aussi par sa proximité avec la mer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se demander comment est-ce qu'on intervient dans la continuité historique de ces constructions-là en pierre, mais il y a une donnée qui est importante aussi, c'est qu'en Corse aujourd'hui il y a plus du tout de carrière de pierre taillée, donc comme dans beaucoup de régions. Donc c'est l'occasion vraiment de se poser la question quand on a la sensation qu'il faut qu'on évoque cette minéralité dans nos projets, et bien qu'on réinvente cette manière de construire de manière minérale. Donc c'est un site qui nous a frappé tout de suite par déjà sa richesse naturelle, mais aussi par la présence d'une terre, un tuf, donc qui est un granit altéré, donc qui est dépourvu de terre végétale, donc qui peut être très propice à l'utilisation pour la construction. Donc c'est un bâtiment. Le programme, c'était un bâtiment de loisirs, donc un spa, donc dans un site très vaste. On avait un programme qui était un peu décousu avec une maîtrise d'ouvrage privée, donc qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et finalement, notre première approche, ça a été de se dire, on va essayer de s'inspirer et d'utiliser les matériaux qu'on a. On va essayer de s'inspirer du contexte paysager, mais tout on va dire en générant une intériorité par une sorte d'enceinte qui va venir vraiment délimiter un lieu de projet dans un site très vaste qui ne présentait pas vraiment de limites perceptibles. Donc cette terre qu'on a découvert en visitant les lieux, alors il y a eu un premier constat qui a été fait, c'est que c'était un équipement de loisirs, donc il y avait énormément avec beaucoup de sous-sol pour de la technique, donc on avait beaucoup d'excavations à faire, et finalement ces excavations, plutôt que de les jeter, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire, et on s'est rendu compte que on avait la possibilité de l'utiliser directement pour la réalisation de murs. Alors ça a été déjà, on va dire d'un point de vue de continuité historique, ça a été un petit peu pour nous comme une évidence, parce que cet endroit s'appelle la Vigna Maggiore, donc la vigne majeure. Donc on voulait aussi témoigner de l'histoire du travail de la terre sur ce site, de ceux qui nous ont précédés. Et donc l'évoquer directement sur les voiles du projet, c'était quelque chose auquel on tenait. Donc évidemment, pour utiliser de la terre dans des constructions, il a fallu faire énormément de tests et d'échantillons, etc. Donc on a eu la chance, encore une fois, d'avoir une maîtrise d'ouvrage extrêmement engagée dans le projet, et des entreprises aussi qui sont vraiment données à fond, parce que c'était une expérimentation. Donc on a mis en place une technique d'utilisation de la terre. Donc c'est pas du pisé, c'est du béton sec. Donc c'est un béton c'est en fin de compte un mélange de béton
de peu de ciment et de très peu d'eau, qui est compacté à la main, donc au fouloir pneumatique. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais qui permet d'avoir au final cet aspect extrêmement naturel qui dialogue vraiment bien avec son paysage environnant, mais aussi qui permet d'utiliser donc cette ressource. C'est une technique qu'on a utilisée donc aussi parce qu'on avait envie d'évoquer des creusements dans une roche, etc. Et donc même le plan, on va dire, témoigne de cette volonté d'avoir cette sensation un petit peu d'habitat presque troglodyte, en tout cas de bâtiments troglodytes, de grottes un petit peu à mi-chemin entre des zones intérieures rocheuses de grottes et des vues sur le grand paysage, voilà, des percées sur le grand paysage. Donc on a imaginé des blocs minéraux en béton de site. Donc cette technique, on l'a utilisée pour ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire que c'est une technique qui marche très bien en compression, donc qui reprend les charges verticales. C'est une technique qui est dépourvue, une mise en œuvre qui est dépourvue de ferraillage. Évidemment, on ne peut pas compacter de la terre s'il y a du fer au milieu, donc on l'a utilisée vraiment pour ce qu'elle savait faire. Et par contre, on a utilisé donc un béton plus classique pour le couronnement de ce bâtiment, pour franchir, donc pour plutôt travailler donc en flexion. Donc on a fait des murs donc qui étaient extrêmement épais. Alors on a eu la chance aussi d'être sur un bâtiment qui n'était pas chauffé parce que il n'entrait pas dans la réglementation thermique, etc. Donc on a pu en fait avoir ces parois visibles intérieures et extérieures. On a pu aussi vraiment jouer sur l'épaisseur des murs pour accentuer cette sensation de gros blocs minéraux. Voilà, on voit là sur l'image de gauche le rapport qu'entretient le bâtiment avec la zone où a été extraite le tuf, et on a systématiquement vraiment cette sensation d'intérieur-extérieur qu'on vient retrouver aussi, qui est accentuée par l'ensemble des menuiseries et serrureries qu'on a dessinées, qui présentent une teinte, qui sont en laiton, qui présentent une teinte qui est extrêmement proche de celle de la terre et qui vient un petit peu dématérialiser aussi l'ensemble des ouvrants du bâtiment. La technique donc que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a masqué au maximum, donc on est sur un établissement où il y a des jacuzzis, où il y a des saunas, etc. Donc ça demande beaucoup de technique. Et finalement, pour vraiment laisser la place à l'expression vraiment élémentaire de la structure, on a voulu vraiment masquer l'ensemble de la technique en sous-sol. Pour vraiment laisser parler uniquement la matière. Voilà, donc d'autres images. Alors on aurait pu au début, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'utiliser la terre sans liant, donc sans ciment, uniquement en faisant du pisé. Mais finalement, bon, on avait des caractéristiques géologiques qui étaient pas vraiment propices, mais on aurait pu. Le seul problème qu'on a, c'est que, bon, qu'il y a un problème quand même important, c'est que on est dans une région quand même, on a une culture de la pérennité, de la minéralité, de choses qui durent. Et le pisé, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées dans des endroits très secs où il n'y a pas beaucoup de précipitations, etc. Et c'est vrai que dans nos zones où il y a quand même beaucoup de pluie, malgré le fait qu'on soit en Corse, on a un matériau en terre brute qui serait beaucoup trop altéré. Et finalement, même on n'a pas cette culture de la réversibilité. On a vraiment cette culture de la pérennité. Et les maîtres d'ouvrage n'ont pas voulu prendre le risque d'avoir un bâtiment qui aurait dû être refait dans quelques années, quoi. Ce qui est compréhensible. Voilà, d'autres vues depuis l'intérieur. Les espaces extérieurs, toujours cette relation cette horizontale et le paysage. Alors cette
cette horizontale, on l'a utilisée aussi pour qualifier le paysage environnant, pour le révéler, parce que finalement, on était proche de la mer, on était proche d'un environnement naturel extrêmement beau, mais on n'arrivait pas vraiment à le voir, à en comprendre, on va dire, toutes les qualités. Et on va dire qu'on a voulu, avec cette grande casquette, donc déjà délimiter le site de projet, mais aussi mettre en valeur des cadrages et en fin de compte noyer les éléments porteurs visuellement en reprenant les caractéristiques chromatiques des arbres qu'on avait aux alentours. Les éléments de serrurerie aussi. Alors un autre projet sur lequel je vais passer beaucoup plus rapidement, c'est encore un projet hôtelier qui se situe lui par contre à Bonifacio. Donc Bonifacio qui est une ville également qui est pourvue d'une citadelle évidemment, mais qui est assise sur un socle calcaire. Donc comme partout en Corse, on n'a plus de carrières de pierre taillées. Donc on a réfléchi à l'utilisation de la pierre comme l'utilisaient les anciens, donc de la pierre de ramassage empilée qui va donc participer à l'écriture architecturale du bâtiment. On s'est aperçu aussi que dans cette région, du fait des caractéristiques de la pierre de ramassage, on avait beaucoup de constructions circulaires, courbées et arquées, qui est finalement extrêmement rare en Corse parce qu'on a tout le temps des éléments extrêmement orthogonaux. Et en fin de compte, on s'est servi de cette donnée-là, de cette caractéristique locale, cette culture visuelle de la courbe pour dessiner notre projet. Donc c'est un projet donc de 7 chambres d'hôtel. C'est une extension d'un petit hôtel et en fait on a réfléchi donc un petit peu à la manière que les anciens avaient de dessiner leurs limites parcellaires et d'y mettre leur petite cabane. En fait on a identifié les éléments paysagers forts de la parcelle et on est venu se glisser autour pour les révéler. Donc l'ensemble de la pierre qui a été utilisée dans ce projet, c'est de la pierre de ramassage qui a été récupérée une grande partie sur le terrain, qui a été cassée, une autre partie qui a été récupérée sur un terrain voisin, mais on a vraiment essayé encore une fois, d'utiliser la ressource qu'on avait à disposition. Chaque chambre avait une ambiance aussi, bon je vais passer rapidement là-dessus, mais chaque chambre avait une ambiance aussi particulière et qui venait à chaque fois raconter des éléments paysagers du grand Bonifacio. Donc un autre projet qui se situe au même endroit, donc à Bonifacio, mais qui est encore une fois d'une autre nature. On est encore une fois évidemment donc dans ce contexte calcaire, mais cette fois du coup, à l'inverse du projet précédent, on a essayé de mettre en œuvre de la pierre taillée brute. C'est un projet de petit pavillon d'accueil pour une exposition d'art contemporain. Et en fait, on est allé du coup encore une fois à la recherche de la matière. On est allé dans la seule carrière qui avait été en activité, mais qui ne l'est plus depuis plusieurs années. C'est la carrière qui a servi à construire la maison des vins de Pérodin à Saint-Florent, donc carrière de calcaire. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des chutes de blocs calcaires. Et on en a fait l'inventaire. Donc on a trouvé 49 blocs. La personne qui était propriétaire de la carrière n'en avait absolument rien à faire parce que c'était vraiment des chutes. Et donc on a pu les récupérer donc pour construire notre petit pavillon. Et on s'est servi donc de cette matière première, donc des 49 blocs, pour imaginer ce pavillon d'accueil pour l'exposition d'art contemporain donc de Renava. C'est une biennale d'art contemporain qui avait pour thème la ruine. Donc on a voulu également évoquer une certaine fragilité dans cette massivité. Et donc on a imaginé un pavillon d'accueil avec des pierres, les pierres qu'on a trouvées, qu'on est venu enfiler comme des perles en fait sur une ossature métallique, qu'on est venu juste couronner d'une couverture métallique, voilà. Et en fin de compte, on arrive à avoir une certaine dichotomie entre ces gros pilastres qui paraissent presque fragiles malgré leur massivité et cette fine lame de métal
qui vient couronner le tout et permettre donc de générer ce pavillon d'accueil. Encore une fois, c'est un tout petit projet, mais on l'a abordé vraiment comme si on avait abordé un projet d'une plus grande ampleur en termes de taille, etc. Parce que déjà, on avait conscience qu'on s'inscrivait dans un site vraiment remarquable, dans la citadelle de Bonifacio, donc il fallait être à la hauteur de ce site. Et on avait aussi envie de montrer, encore une fois, c'est notre côté un peu, voilà, où on essaye de faire bouger les choses au niveau de l'écosystème des entreprises en Corse. On avait aussi envie de montrer qu'on pouvait faire quelque chose avec notre ressource locale, même si a priori c'était des déchets de carrière. Donc pour conclure cette présentation, donc on a vu plusieurs projets, j'ai pu un peu vous exprimer la manière dont on réfléchit et on pense le projet, mais j'ai beaucoup parlé de matière. Alors évidemment, la matière, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. C'est une ligne, on va dire, un peu un fil d'Ariane dans notre travail. C'est vraiment cette expérimentation de la matière. Mais il n'y a pas que ça. Mais alors la matière, ce qui nous permet aussi de beaucoup l'expérimenter, c'est qu'on a vraiment cette culture de chantier qu'on a envie et qu'on défend à chaque fois. Par exemple, là, c'est un projet sur lequel on a coffré de la terre dans des banches pour ensuite couler le béton. Et cette terre, en fait, elle servait à recouvrir des fouilles qu'on a mis à jour, donc des fouilles archéologiques. Donc c'est un projet d'antiquarium. Et finalement, on évoque un peu le soulèvement de la terre par cette intervention et la découverte par le public donc de ces fouilles. Un autre projet donc qui est la halle de marché d'Ajaccio, encore une fois, qui a donné lieu à des expérimentations de chantier, où on a travaillé cette fois-ci avec des agrégats locaux et des quantités d'agrégats et de sable par strate pour évoquer des pilastres minéraux. Et encore une fois, ça a fait l'objet de beaucoup de tests. Ça, c'est un projet qu'on est en train de réaliser donc au pied de la citadelle de Calvi. Qui témoigne encore une fois de ce rapport à la matière et c'est cette volonté vraiment de la transcender. On est dans un territoire qui est extrêmement fort patrimonialement. Donc encore une fois, on a une grosse responsabilité vis-à-vis de ça. Notre projet, le projet qu'on a proposé, c'est un projet qui vient en fin de compte réparer la colline qui avait été détruite pour la réalisation de la digue. Qui vient réparer la colline, donc et avec un théâtre de verdure qui vient vraiment évoquer la morphologie originelle, donc au pied du glacier de la citadelle de Calvi. Et donc effectivement, on a travaillé encore une fois avec des agrégats locaux et des techniques de mise en œuvre des bétons pour avoir une matière qui raconte le paysage plus qu'elle ne s'impose à lui. Voilà les tests qu'on a fait. D'autres tests qui ont été pour la réalisation de béton pour un hôtel. Donc on a intégré ici encore une fois les agrégats locaux. On y a intégré aussi des éclats de terre cuite. Alors les éclats de terre cuite nous ont permis plusieurs choses. Ils nous ont permis de donner une teinte orangée évidemment au béton, mais ils nous ont permis aussi d'évoquer encore une fois des méthodes de construction traditionnelles qu'on a pu voir dans la région et au sein desquelles on voyait que c'était commun de venir caler des pierres dans des murs avec des morceaux de tuiles cassés, etc. Et donc, vraiment, les constructions vernaculaires du lieu, elles avaient vraiment cette présence de terre cuite qu'on a essayé de réinterpréter dans ce béton-là. Une autre tentative donc de béton sec, qui est à peu près la même technique qu'on a mis en œuvre. Donc ça, c'est un projet qui est en cours aussi. On a utilisé vraiment la terre extraite sur place. Donc finalement, donc là, cette matière, évidemment, elle nous est chère, mais elle va pas sans le reste des thématiques que j'ai introduit au début. Donc évidemment, l'ancrage et la relation au sol de l'ensemble des bâtiments, qui est pour nous, encore une fois, non seulement, on va dire, une piste de réflexion, mais qui est aussi la manière de s'inscrire dans cette continuité historique de tout ce qui nous a précédés. La réinterprétation des éléments architectoniques aussi,
Donc on a cette volonté à chaque fois de nouer un lien avec les éléments architectoniques anciens, architecturaux anciens, et donc on réinterroge à chaque fois vraiment la manière contemporaine que l'on a de répondre aux exigences que les matériaux locaux ne peuvent plus nous donner, comme par exemple des linteaux en pierre qu'on remplace par des linteaux béton aujourd'hui, mais qui en fin de compte sont une autre manière de raconter la minéralité d'un lieu. La réinterprétation typomorphologique aussi, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans notre travail. On essaie, encore une fois, dans ce souci de légitimer une construction dans un paysage, et bien d'évoquer des choses qui paraissent presque déjà là et que les gens vont appréhender comme familiers. Et enfin, le dernier projet, qui est encore une fois un tout petit projet, mais qui est peut-être celui dont on est le plus fier, c'est le projet de notre agence qu'on a construit donc à Corté. C'est un projet qui s'inscrit dans un petit village de bergerie. En fait, on a des typologies, toutes les typologies voisines sont celles-ci qu'on a à côté. Et en fait, on s'est servi d'une ruine, donc de pierres qui étaient tombées par terre, pour reconstruire en fait la totalité de notre bergerie, de notre bergerie qui est aujourd'hui une agence, évidemment en y intégrant des données contemporaines qui sont indispensables déjà à l'exercice de notre métier, mais aussi voilà, à la qualité d'habiter de cette maison. Merci beaucoup.